Pour nous, en Israël, un Iran nucléaire, ce n'est pas un Iran qui dispose de l'arme nucléaire, mais un Iran qui est un État du seuil. Ça veut dire que même si l'Iran n'a pas l'armement nucléaire, mais il est très proche de l'obtenir, on appelle ça un État du seuil, eh bien, c'est une menace nucléaire que ferait planer dans ce cas-là le régime iranien sur Israël et sur l'ensemble de la région moyen-orientale, et c'est inacceptable. Le plaisir de retrouver le docteur Meir Masri, orientaliste. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer, parce que visiblement, on comprend que les derniers développements sur l'axe que l'on pourrait appeler l'axe Téhéran-Washington sont particulièrement importants, certains diront dramatiques. D'abord, on voudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui fait courir les Américains aujourd'hui vers un accord, apparemment sous une forme de reddition, sans véritablement maintenir certaines exigences qu'ils avaient revendiquées au début? C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Il y a une conviction chez les Américains et leurs alliés dans les négociations du côté de l'Europe, une conviction selon laquelle il vaut mieux parvenir à un accord partiel avec le régime iranien plutôt que rien du tout. L'idée que sans accord, l'Iran pourrait se rapprocher davantage du nucléaire. Alors que nous, en Israël, nous voyons les choses un petit peu différemment pour un certain nombre de raisons. Alors tout d'abord, nous considérons d'abord que qu'est-ce qu'un Iran nucléaire? Pour nous, en Israël, un Iran nucléaire, ce n'est pas un Iran qui dispose de l'arme nucléaire, mais un Iran qui est un État du seuil. Ça veut dire que même si l'Iran n'a pas l'armement nucléaire, mais il est très proche de l'obtenir, on appelle ça un État du seuil, eh bien, c'est une menace nucléaire que ferait planer dans ce cas-là le régime iranien sur Israël et sur l'ensemble de la région moyen-orientale, et c'est inacceptable. Autrement dit, Israël voudrait intervenir pour empêcher l'Iran d'être un État du seuil et pas seulement d'être un État nucléaire. La deuxième conviction israélienne, qui est en contradiction flagrante avec la doctrine américaine en la matière, c'est que nous considérons en Israël qu'un mauvais accord, ce n'est pas forcément mieux qu'une absence d'accord. Pour la simple raison, on pourrait effectivement considérer qu'il vaut mieux avoir un accord limité dans le temps et partiel qui ne remplit pas toutes les conditions, que ce serait mieux qu'une absence d'accord, à une seule condition, c'est que l'Iran respecte ses engagements. Or, si l'Iran n'accepte pas ses engagements, quelle serait la valeur d'un accord partiel? Et c'est là que ça nous amène à la troisième raison, c'est que l'une des conditions du régime iranien, qui n'a pour l'instant pas été satisfaite par l'autre partie, c'est que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les violations du régime iranien quant à ses engagements internationaux, eh bien, soit mis en quarantaine. Nous considérons qu'au contraire, ce rapport doit être présenté et que l'Iran doit rendre des comptes de ces violations permanentes de ces engagements internationaux. Je pense notamment au traité de non-prolifération de 1970, parce que tout ne se résume pas autour de l'accord de 2015. L'idée selon laquelle, oui, mais on n'a pas respecté certaines dispositions de l'accord de 2015 parce que ça n'a pas été respecté par les Américains ou parce que l'Amérique de Trump s'en est retirée, ça ne marche pas du tout, puisqu'il y a d'autres engagements que l'Iran a clairement violés, même avant le retrait des Américains, et qui ne concernent pas uniquement l'accord de 2015. Donc pour toutes ces raisons, je considère qu'il y a là une opposition de vision entre Jérusalem et Washington. Dans l'état actuel des choses, Israël cherche d'abord à montrer clairement son opposition au projet américain et conserver sa marge de manœuvre, parce qu'Israël serait très probablement amené à effectuer des frappes en Iran, même après avoir signé un accord d'une telle nature qui ne concerne pas Israël tout naturellement. Alors, j'ai beaucoup de questions, on va essayer de faire de l'ordre. D'abord, une question qui se rapporte au rapport de forces régionaux. Il y a de cela quelques semaines, c'est-à-dire lorsque Joe Biden est venu dans la région, il est allé en Arabie Saoudite et il a sollicité, on va dire, il s'est presque mis à genoux devant les Saoudiens pour leur demander d'augmenter la production de pétrole. Or, les Saoudiens, eux, veulent clairement qu'il n'y ait pas d'accord aujourd'hui avec Téhéran. Est-ce que finalement, les Saoudiens, eux, à ce moment-là, n'ont pas exigé en retour de cette revendication américaine que les Américains n'aillent pas vers un accord avec Téhéran? Alors, permettez-moi d'abord de nuancer un petit peu ce qui a été longuement décrit dans les médias israéliens et même du Moyen-Orient. En fait, c'est une idée arabe en réalité. L'idée que Biden aurait été humilié devant le grand Ben Salman.
c'est une idée véhiculée par les Saoudiens et l'Égypte. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis n'ont pas dit leur dernier mot. La messe n'est pas encore dite concernant la production pétrolière. L'Arabie Saoudite a tout intérêt, justement, à ce que tout soit fait pour ne pas, justement, qu'il y ait besoin de faire entrer, d'intégrer l'Iran sur le marché pétrolier et gazier. Deuxième élément, je pense que la visite n'était pas un échec du tout, la visite de Biden en Arabie Saoudite. Elle a consacré la présence J'ai pas parlé d'échec. Dans la région. Il y a certaines apparences. Alors on va vous dire, ah oui, mais parce que Ben Salman a démenti l'idée d'un OTAN arabe. Mais franchement, cher Daniel, qui en Israël a parlé d'un OTAN moyen-oriental ou d'un OTAN israélo-arabe ou d'un OTAN arabe? Est-ce qu'Israël a un jour été intéressé par l'intégration d'un OTAN? Nous sommes le dernier pays dans la région à être intéressé par un pacte de cette nature. Qui en Israël est prêt à voir son fils mourir pour sauver le pouvoir de Bahreïn ou pour aller se battre pour les îles Émiraties? Vous savez, ça veut dire quoi un OTAN? Ça veut dire qu'Israël entrerait en guerre si jamais l'un des pays membres de la coalition était menacé. Et ça veut dire également qu'on accepterait qu'il y ait des présences militaires d'autres pays de la région en Israël. Cela est en contradiction flagrante avec la doctrine de défense de base d'Israël. L'idée d'un OTAN moyen-oriental, c'est une idée fantasmée par les médias et par quelques journalistes israéliens. Nous sommes le dernier pays en Israël à être intéressé par une telle alliance. Maintenant, en ce qui concerne les accords stratégiques, qui sont sur une base bilatérale, et parce qu'Israël, justement, veut faire peser son poids dans la balance, dans ses relations avec ses partenaires, que nous souhaitons toujours sur toute la ligne. Et là aussi, ça fait partie de la doctrine de base israélienne, à bâtir nos relations avec les voisins sur une base bilatérale. Donc, à partir de là, je pense que il n'y a aucune déception. Au contraire, il y a des relations qui sont... D'ailleurs, je tiens ici à féliciter le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, pour la brillante interview qu'il a accordée hier à la principale chaîne saoudienne. On lui a accordé 20 minutes pour défendre la position israélienne, pour parler de l'entente entre Israël et l'Arabie Saoudite, sur une chaîne saoudienne, la chaîne Al Arabiya. Et ça a été retransmis sur plusieurs autres chaînes saoudiennes, la chaîne Al Hadath, la chaîne Al Sharq News. Et ce sont des choses qui doivent être soulignées. L'idée selon laquelle Israël courtiserait l'Arabie Saoudite de face à un Ben Salman arrogant et rejetant l'offre israélienne, je pense que c'est une idée qui est très très dépassée. Israël est courtisé par les pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, et je pense que les pays arabes du Golfe et autres ont plus intérêt qu'Israël à avoir de très bonnes relations avec Jérusalem. Et tout ça, bien entendu, s'inscrit dans la politique régionale visant à endiguer l'expansionnisme iranien dans la région. Alors, je voudrais justement que l'on revienne sur les cas de figure possibles à partir du moment où, effectivement, cet accord est signé, ratifié par les Américains et par les Iraniens. Est-ce que cela... permet à Israël d'obtenir une marge de manœuvre plus large sur le plan militaire? Est-ce que les Américains, à partir du moment où l'accord est signé, peuvent donner une carte blanche à Israël pour frapper certaines installations nucléaires? Est-ce que les Américains peuvent aussi apporter une sorte de soutien logistique à Israël dans le cas d'une telle attaque? Alors justement, la réponse est oui. Parce que la situation aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec 2015. C'est vrai que l'équipe américaine qui négocie, c'est pratiquement la même équipe. C'est vrai que Biden était vice-président en 2015, mais le contexte n'a absolument rien à voir. Les relations entre Jérusalem et Washington ont beaucoup évolué, et surtout les déceptions dues à la politique iranienne et à l'action déstabilisatrice de l'Iran dans la région, et même au projet nucléaire iranien qui a beaucoup progressé au grand jour, justifie la fermeté israélienne. Je voudrais souligner ici, pour que ce soit clair une fois pour toutes, le régime iranien reconnaît ouvertement à l'heure actuelle d'avoir un programme nucléaire à caractère militaire. L'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Kamal Kharazi, qui est aussi actuellement le conseiller spécial du guide suprême, ça veut dire le numéro 1 du régime iranien, a accordé une interview à la chaîne qatari Al Jazeera il y a 2 semaines. Dans cette interview, il a dit « Nous enrichissons l'uranium à hauteur de 60% et nous sommes capables d'enrichir à 90%. » Ça veut dire qu'on est en plein programme militaire. Donc, je rappelle juste que l'accord
de 2015 autorise l'Iran à ne l'autorise pas à aller au-delà des 3,65%. Donc nous sommes très très loin des dispositions de 2015 et des engagements aussi du traité de non-prolifération de l'Iran, ce qui est un État signataire, même fondateur du traité. Donc à partir de là, vous voyez tout ce qui a été dit par le passé, la fatwa du guide suprême, Khamenei, comme quoi la bombe atomique ou le programme nucléaire militaire était contraire à la charia, tout ça, ça n'a plus aujourd'hui. On sait très bien que l'Iran ment, que l'Iran a cherché à gagner du temps, que l'Iran a fait beaucoup de progrès, et justement, l'une des conditions du point de vue israélien pour parvenir à un accord convenable avec les Iraniens, c'est que l'Iran procède à la destruction de toutes les réalisations qui ont été faites, et notamment de la vente. Il y a tout un procédé qui a été développé par les puissances qui négocient avec les Iraniens sur le fait que l'uranium enrichi pourrait être revendu à d'autres puissances, que les Iraniens ne vont pas tout perdre, etc. etc. Évidemment, les Iraniens refusent complètement tout ça parce qu'ils tiennent à conserver leur statut d'État du seuil. Ils veulent parvenir à un accord à minima, mais tout en conservant toutes les réalisations qui ont été faites. Et bien sûr, du point de vue israélien et du point de vue des alliés d'Israël dans la région, ça ne tient pas du tout la route. Sans parler, bien entendu, cher Daniel, du fait que plus de 100 milliards de dollars vont être libérés, débloqués pour le régime iranien dans le cadre de la fin des sanctions, la levée des sanctions. Et c'est de l'argent qui va bien entendu être utilisé, encore une fois, pour davantage d'activités déstabilisatrices dans la région, davantage de soutien aux groupes et aux milices terroristes, et aussi dans le développement du programme nucléaire. Alors, est-ce qu'il y a, Meir, une différence entre le positionnement des Américains et celui des Européens dans le contexte? Parce qu'on sait, par exemple, que la France était très intéressée à ce qu'il y ait dans un accord des limitations par rapport aux missiles balistiques. Or, on a l'impression que là, finalement, on est dans la grande braderie et qu'il n'est plus du tout question de parler de ce genre de clause dans l'accord. Il y a oui, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il faut reconnaître que d'un point de vue technique, il est très difficile d'intégrer des clauses de cette nature dans un accord portant sur le nucléaire, parce que pour des raisons techniques, ce serait extrêmement difficile. Alors, je dirais qu'il y a effectivement des différences sur le plan tactique entre Américains et Européens, et même entre Européens eux-mêmes. Mais sur le plan stratégique global, il n'y a aucune différence, puisqu'il n'y a aucune force de dissuasion, il n'y a aucune dissuasion crédible de la part des Américains et des Européens. Si l'Iran si on parvient pas à un accord, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est prêt à partir en guerre? Est-ce qu'on est prêt à engager les armées occidentales? Rien n'est clair sur ce sujet. Si l'Iran signe et qu'après il ne respecte pas l'accord, mis à part le fait de remettre le régime des sanctions, qu'est-ce qui peut être fait? Quelle est la dissuasion? C'est pour ça que je pense que Israël constitue aujourd'hui le seul élément de dissuasion crédible face au projet nucléaire iranien à caractère militaire et face aux activités déstabilisatrices de l'Iran dans la région. Israël constitue là le seul élément de dissuasion et dont d'ailleurs profitent les Occidentaux dans leurs négociations et tractations avec les Iraniens. Cela doit être souligné très clairement. Et Israël aujourd'hui est d'abord unanime, parce que la classe politique israélienne, il est vrai, est divisée depuis plus de 2 ans, ça n'a échappé à personne. Nous apprêtons à aller vers une 5e élection générale en moins de 2 ans, en 2 ans. Néanmoins, Israël est unanime sur un ensemble de thèmes stratégiques majeurs. La paix d'Abraham, l'élargissement de la paix régionale, l'endiguement des activités des Iraniens, de l'expansion de l'hégémonie iranienne dans la région, et l'opposition au projet d'accord sur le nucléaire avec l'Iran. C'est un élément extrêmement important, parce qu'en 2015, nous étions divisés. La droite était contre, mais le centre-gauche était pour. Le chef de l'opposition travailliste, Herzog, à l'époque, était pour. Il disait que c'était un très bon accord. Lapid disait qu'on n'avait pas le choix. Il fallait signer cet accord de 2015. Aujourd'hui, il s'est rétracté. Il disait que finalement, non seulement il ne faut pas aller vers un accord similaire, mais en plus, il dit très clairement l'accord de 2015 était une erreur, alors qu'il l'a soutenu. Herzog aussi, en tant que président de l'État aujourd'hui, et même avant d'être élu président de l'État, il disait que finalement c'était un mauvais choix et qu'il fallait s'opposer à l'accord de 2015. Donc il y a eu une remise en question de cette position trop laxiste et je dirais même naïve de certains en Israël, et aujourd'hui Israël est totalement unanime, et cette unanimité renforce
davantage la position israélienne sur le plan international. Eh bien, Meir Masri, docteur Meir Masri, merci beaucoup pour nous avoir éclairé donc sur ce dossier brûlant, on peut le dire, hein, c'est le cas de le dire au sens propre et au sens figuré du nucléaire iranien. On n'est bien entendu pas à la veille de surprises dans ce domaine, et effectivement, il faudra rester avec beaucoup de vigilance pour savoir effectivement si d'abord l'accord était effectivement conclu et comment l'État d'Israël réagira. D'ailleurs, justement, si l'État d'Israël peut se permettre de réagir alors qu'il est en période électorale. Ce sont des questions aussi que l'on peut se poser légitimement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée Meir et à bientôt. Bonne journée.